Salut à tous, merci d'être avec nous pour le podcast basket. 15 minutes consacrées au basket belge, 15 minutes consacrées à la NBA, un podcast en deux parties avec deux personnes pour l'animer principalement. Benoît Peters, journaliste à l'ADH, et Duke Tchamba, ex-futur, ancien joueur, basketteur professionnel. À déterminer. À déterminer. Avec plus si affinité. Voilà. Bon, on va oublier un petit peu les résultats. On est mercredi cette semaine. On avait été habitué au mardi. On est mercredi. Le Spirou joue bien sûr en Euroleague ce soir. Mais on voulait justement s'intéresser aux basketteurs belges cette semaine. Denrées rares. Denrées rares, s'il en est, c'est vrai. Et Ben, tu as eu l'occasion d'en parler un petit peu avec Maxime Dezeux qui vient récemment de trouver un club puisqu'il a signé à Gand. Oui, tout à fait. Donc, Maxime Dezeux qui était blessé là, depuis 3 mois, qui a fait son retour ce week-end avec Gand après son passage à Pepinster. Et on voulait déjà un peu voir ce qu'il en était pour les Belges cette année, car on sait qu'il y a eu la fameuse règle des 5 joueurs belges obligatoires sur la feuille de match. Donc on voulait savoir ce que lui pensait un peu actuellement de l'accessibilité de la D1 pour les joueurs belges. Et donc nous l'avons contacté par téléphone et ma première question pour Maxime fut de savoir comment est-ce qu'il jugeait l'accessibilité de la D1 pour les joueurs belges actuellement. On l'écoute. Moi je pense que maintenant il n'y a plus beaucoup de jeunes qui percent pour l'instant. De un, on leur donne pas forcément la chance, et de deux, ils la saisissent pas non plus. Maintenant les clubs, j'ai l'impression qu'ils mettent moins d'argent pour la formation des jeunes, et je pense que c'est un peu là que le bas blesse. Voilà, Maxime Dezeux parle de formation. Est-ce qu'on investit suffisamment dans la formation? C'est l'éternel problème en sport, Duke. Oui, l'éternel problème, et je dirais même un petit peu dans nos régions, c'est même un petit peu la grosse farce. Je crois que ce qui se passe, c'est que quand on parle formation, on dit temps. Qui dit temps, dit investir. Et c'est là un petit peu que le bas blesse. Je crois qu'il y a beaucoup on n'investit pas assez. Mais de l'autre côté, on a quand même des centres de formation, aussi bien, je dirais, le centre de formation à la WBB qui est placé donc, du côté de Jambes. On a l'équivalent, voire, certains, tout dépend, certains diront même peut-être meilleur en Flandre. Donc on a réellement quelque chose de gros. Mais moi je dis la formation c'est bien beau, mais si à la fin de la journée ces jeunes joueurs qu'on essaie de former n'ont aucune plateforme sur laquelle ils peuvent aboutir, sur laquelle ils peuvent, je dis, réellement développer leur jeu, alors ça sert à rien. Et alors là, c'est là qu'il faut commencer à regarder un petit peu ce qui s'est fait en France. C'est qu'ok, alors ils ont réellement développé toutes des plateformes adéquate pour ces jeunes joueurs de manière à ce qu'ils puissent sortir. On regarde un Charleroi maintenant, tout le monde s'enflamme avec un bon ami à moi, Joseph Gomi, mais Joseph Gomi il vient justement de ce genre de centre de formation. Donc c'est seulement, je crois, une dizaine d'années plus tard qu'on va commencer à pouvoir gérer ça. Mais de l'autre côté, est-ce que réellement les centres de formation présents ici en Belgique, la formation des jeunes joueurs, et là on ne parle pas juste basket, est-ce que la formation des jeunes ici en Belgique est réellement faite de manière à ce que ces joueurs continuent à monter crescendo et que quand ils arrivent vers la vingtaine d'années, ils puissent développer et apporter quelque chose à une équipe et pas juste être là et faire partie des gars qui sont sur le banc. Cette année, on a mis sur pied cette Ligue Espoir. Il n'y a pas vraiment de compétition cette saison. Il n'y a pas de classement. Mais il y a des matchs avant la rencontre d'équipe première. Je sais par exemple que samedi dernier, en avant-match de Ostende-Spirou, il y a eu le match des espoirs. Ça s'est terminé sur l'égalité parfaite, 70-70. Il n'y a pas eu de prolongation puisqu'il n'y a pas de compétition. En revanche, il y a les infrastructures des clubs de D1, il y a une partie du public qui en tout cas arrive à la salle, et puis il y a tout ce qui est, j'ai envie de dire, la logistique dans la mesure où les stats sont faites comme pour les matchs de D1. Maintenant, ça concerne effectivement ces jeunes joueurs. Il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'on n'est plus espoir et qu'on n'a pas le niveau de la D1, il reste les divisions inférieures. Mais là, il n'y a aucune visibilité. Mais ça c'est clair. Déjà, il n'y a aucune visibilité, mais on ne va même pas aller jusque-là pour l'instant. Je veux dire, je voudrais d'abord revenir un petit peu sur ce que tu es en train de dire au niveau donc, de championnat espoir. Mais déjà, c'est quelle farce? Je veux dire, l'esprit de compétition, c'est quoi? Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Donc, comment est-ce qu'on va me sortir une ligue espoir pour apprendre ces jeunes à devenir compétitifs au plus haut niveau, mais on retire l'essence même du sport qui est de gagner? C'est simple. Oui, mais attends, les matchs espoirs qui se déroulent, par exemple, Liège est allé jouer à Charleroi, ils se prennent 70 points. Parce que, Liège garde quand même certains de ses joueurs qui pourraient jouer en espoir sur le banc de l'équipe première. Il faut savoir que bien souvent, des joueurs espoirs jouent aussi alors dans ces clubs de division inférieure. Mais juste pour la visibilité, avoir le plaisir de jouer en avant-match de D1,
Je pense que effectivement, comme c'est une première année, c'était difficile pour avoir une équipe qui va se retrouver avec un goal average déficitaire de moins 300, sans aucune victoire. C'était peut-être un peu présomptueux de croire vraiment en cette mise sur place d'une compétition. Je crois savoir qu'il devrait quand même y avoir au cours de la saison, avec notamment pour la finale de la Coupe de Belgique, il y aurait une petite compétition quand même entre les 9 équipes espoirs pour arriver en avant finale de la Coupe de Belgique, avoir cette finale espoir. On leur reproche quoi, en fait, aux jeunes joueurs belges? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à jouer en D1, soi-disant? C'est parce qu'on dit non, écoutez, ils n'arrivent pas à apporter les éléments nécessaires pour nous aider à gagner. Mais alors, on crée un championnat espoir. Mais dans ce championnat espoir, on ne leur fait pas comprendre l'importance de gagner. On ne leur fait pas comprendre l'importance que chaque possession compte. On parle aussi, maintenant, on parle de garder les stats. On pourrait éliminer, alors même dans les compétitions de jeunes, éliminer les classements et les résultats. Dans cette optique-là. Puisque c'est vrai que tu peux avoir des scores qui sont pour une équipe qui va vivre toute une saison en prenant des tuiles chaque week-end. Ce qui est dommage, c'est que de nouveau, ce n'est pas un travail d'ensemble. Il y a un concept qui est vraiment intéressant, qui est mis sur pied. On a besoin, comme le dit Duke, je pense, quand même d'éléments de compétition. Mais c'est encore une fois dommage que tous les clubs ne jouent pas le même jeu. Je pense que le vrai problème pour les jeunes joueurs belges, c'est pas tellement de commencer à livrer une compétition dans un championnat espoir, mais c'est bien de pouvoir jouer dans un vrai championnat, avec des équipes qui descendent, avec des équipes qui montent. Pour moi, ça c'est ce qui me sidère encore plus, c'est qu'alors on n'en parle nulle part. Donc on n'apporte aucune importance à ce championnat. Donc là, on est en train de se voiler la face. Alors, expérimental, autant la lancer directement et lancer ce concept, une véritable compétition. On se plante. Non, mais bien, pas aller comme ça. Même la ligue principale, la vitrine du basket belge se cherche. Avec ces 9 équipes, on ne parvient pas à trouver une 10e équipe, c'est bien la preuve. La situation, le fossé dont on parle entre la D1, la D2, le fait qu'il n'y ait pas de montant, que les seuls montants, tu es bien placé pour le savoir, Duke, c'était vrai à une période, mais problèmes financiers qui viennent derrière, alors rattraper un peu certains clubs. Je pense que ça, c'est pas normal de ne pas parvenir à donner effectivement une possibilité de créer quelque chose par rapport à cette division 2. Si le fossé existe, au lieu de le creuser encore, il faudrait essayer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ça ne sert à rien d'envoyer un club de D2 qui va monter au casse-pipe s'il n'a pas les moyens, ni financiers, ni l'infrastructure, ni la possibilité de lutter avec les clubs de D1. Mais c'est parce que plus que l'esprit de compétition aussi d'un match et du résultat d'un match, c'est comme ça que les compétitions se vivent, du top jusqu'au plus bas. Il y a chaque année, normalement, des descendants, des montants. Mais c'est là justement. Ou alors c'est la NBA. Mais oui, mais on n'a pas de franchise, ça qu'on s'entende très bien. C'est la dernière chose qu'on a ici, ce sont des franchises. Mais c'est là que le bas blesse. Et alors il faut pouvoir rentrer, parce que on peut tirer dans toutes les directions, et c'est ça le problème. Mais je pense que, à la fin de la journée, c'est toujours les mêmes qui ramassent. Ce sont toujours ces jeunes joueurs qui se donnent, qui jouent. Le 3/4 d'entre eux, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont en train de jouer au basket. Ils cravachent comme des fous. La majorité ne termine même pas à l'école. Ils n'ont même pas un diplôme parce qu'ils se disent non, un jour, moi, je vais essayer de terminer pour être pro. Tout ça pourquoi? Pour qu'on leur dise, les gars, ciao. Nous, on va aller prendre Jacobson. Les gars, faut arrêter cette blague-là. Enfin bon. Oui, c'est clair que maintenant, quand on est belge et qu'on veut se lancer dans le basket pour aller jusqu'en Division 1, on prend quand même quelque part un risque parce que quand on voit le crédit que donne la Ligue, ou les clubs. Et puis il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a pas d'ambassadeur belge. Ce qui donne envie, il y a eu Justine Hénin, Kim Clijsters. Il y a plein de jeunes filles qui ont joué au tennis. S'il n'y avait pas eu Justine Hénin et pas Kim Clijsters, il n'y avait pas ces gens qui se tournaient vers le tennis. Oui, mais pourquoi il n'y a pas d'ambassadeur belge? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ambassadeur belge dans le basket belge? Parce qu'à la fin de la journée, ce sport qu'on aime tant, ce ne sont pas en Belgique, les acteurs principaux ne sont pas les joueurs. C'est triste à dire, mais si on demande aux gens maintenant, on va marcher dans la rue, on va demander aux gens quels sont tels joueurs ou tels joueurs. Ils ne connaissent pas. C'est devenu une ligue qui est tellement devenue la ligue de coach que même parfois, je veux dire, et là, de toute manière, certains vont dire, oh Dieu, que tu vas loin. Non, parce qu'il faut quand même le dire. Ça commence à devenir une ligue où maintenant, on a l'impression parfois que c'est les coachs qui imaginent que le public paye 15 € pour venir les voir eux coacher sur le côté. Et c'est ça le problème. On peut parler toutes les ligues, tout sport professionnel. Il y a toujours des joueurs phares. Nous, nos joueurs phares, ils sont où? Et on va me dire, oui, les meilleurs sont partis, ils vont à l'étranger. Bon, d'accord. Et quoi? On a des joueurs belges comme un Dominique Loubry qui joue très bien. Malheureusement, ils ne gagnent pas parce que c'est gants. Mais personne n'en parle.
je crois que le bas, mais il comment, blesse là. comment se fait-il que justement des joueurs belges, on les voit rassemblés notamment du côté de Gand, voire Anvers. du côté d'Anvers. On sait cette obligation d'avoir 5 joueurs belges, mais si on regarde le match Ostende-Spirou, à part Quentin Seron, et bien sûr les naturalisés. Hein, on a Petrovic, on a Redick, on a Faison. Mais sinon, il n'y a pas cette présence-là. Et comment se fait-il alors qu'un Loubry, par exemple, joue à Gand et pas dans un club du top? Comment se fait-il? C'est ça, parce que c'est juste chaque fois, ce sont juste des choix personnels. C'est OK, moi en tant que coach, moi en tant que si, est-ce que moi je m'entends bien avec qui? Moi je l'aime bien lui parce que lui je peux le modeler. Et alors on le pousse lui. Et c'est simple. Moi j'ai commencé à jouer au basket avec un Dominique Loubry. Enfin, j'ai pas commencé. Quand moi j'étais à Anvers pro, Dominique Loubry faisait c'est un Ronnie Bayer qui l'a lancé. Mais alors, ça reste, c'est toujours un petit peu ce même, dans ces mêmes genres de systèmes. Et c'est ça qui blesse. On va parler, par exemple, on a un jeune très talentueux à Alost. Jorn Steinbach. Merci. Alors, je vois que tu restes présent dans tes trucs. Voilà, on a un Steinbach. Mais pourquoi est-ce que Steinbach, par exemple, on ne signe pas plus loin? Et c'est ça, je crois que les seuls joueurs dont on parle beaucoup, ce sont des joueurs qui, OK, ils ont un contrat de 5 ans avec Charleroi. Mais est-ce que ces joueurs ont réellement prouvé quelque chose? J'adore Maxime. Maxime Dezeux, super. Bruxellois, on l'a vu grandir, il monte en puissance. Mais, OK, est-ce que c'est cette année, j'espère que Maxime réalise que cette année, c'est là qu'il va devoir justifier réellement si c'est un pro ou pas. Parce que maintenant qu'il était à Gand, maintenant, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire, il faut performer. Si on te signe à cette période-ci de la saison, il faut performer. Va-t-il performer? On verra. Ça devient une question de crédit pour les joueurs belges aux yeux des employeurs. D'ailleurs, on a aussi demandé à Maxime ce que lui pensait de la crédibilité des joueurs belges au sein de la Ligue et des clubs actuellement. Voici ce qu'il nous a répondu. Les meilleurs Belges qui jouent dans notre division 1, ils partent à l'étranger. Je pense notamment à Sam, à Doom ou à Axel. Maintenant, on a moins de crédit, c'est sûr, parce que les clubs préfèrent engager un Américain que leur coûteront moins cher au niveau des taxes déjà. Et donc c'est sûr qu'on a moins de crédit. Et malheureusement, ça c'est pour les jeunes Belges, c'est malheureux pour eux. Ah oui, le départ vers l'étranger, le football a connu un petit peu la même chose. Cela dit, il manque effectivement, je dirais, de la cave au grenier, des éléments qui peuvent justement permettre aux joueurs belges d'éclore. Et ça reste un vaste débat, un vaste programme. Au lieu d'essayer justement d'investir sur des joueurs belges, de manière à ce que le grand public puisse un petit peu plus se fidéliser. Et alors là, maintenant, on va pouvoir commencer à bouger des choses. Moi, je me rappelle la grande époque du basket belge. C'était la dernière fois qu'ils s'étaient qualifiés pour les championnats d'Europe, depuis, bien sûr, avant ce qui est arrivé ici. Donc, si je ne m'abuse, je crois que c'était quoi, 93 93 en Allemagne. 93. Bon, on pouvait marcher dans la rue, on pouvait demander aux gens, c'était qui un Eric Strullen, c'était qui un Ronnie Baer, un Jean-Marc Jomain, c'était connu, les gens avaient investi là-dessus, les gens connaissaient. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on parle d'un David Dezy, d'un Jacques Stas, d'un Marc Dehenef? Voilà, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, les gens réellement, pas seulement les médias, les clubs aussi, c'est vrai que c'était différent, on n'avait que 2 Américains, mais on allait beaucoup plus dans ce sens-là. Et alors, on va me dire, c'est vrai que le joueur belge, il coûte beaucoup plus cher que le joueur étranger. Alors, moi, je dis, non, forçons alors tout simplement à avoir 4 joueurs étrangers. Et alors là, maintenant, ça veut dire quoi? Ça va nous forcer à se concentrer plus sur de la qualité au lieu de la quantité. De toute façon, il faut pas s'en cacher. Si on veut ramener une ligue à plus de joueurs belges, il est sûr que dans un premier temps, le niveau de la ligue va s'en faire sentir et va chuter. Donc il faut repartir peut-être d'un peu plus bas. Il avait cité l'exemple de la France, c'est toujours à l'image des Belgian Lions qui étaient tombés au plus bas et avec qui Castells a travaillé maintenant pendant 5-6 ans et qui a su faire monter, mais petit à petit, marche après marche. Donc est-ce que c'est là aussi, Renaud parlait de résultats sportifs, est-ce que tous les clubs en Belgique sont prêts à sentir la différence au niveau sportif? Il y a une pour favoriser c'est ce que je disais, ça va en contradiction avec une certaine dynamique qu'on peut comprendre dans l'infrastructure professionnelle. C'est clair, mais bon, de toute manière, le championnat est quand même faussé. Parce que bon, les gens disent, oui, on va essayer de prendre certains joueurs américains, on va prendre soi-disant des gros cylindrés, même s'ils sont des joueurs de 3e zone, souvent. Et on se dit, oui, c'est bien, comme ça, on va jouer à la Coupe d'Europe. Mais qui fait quoi en Coupe d'Europe? Voilà, il faut dire des choses comme ça. Ok, on a les Spirou en Euroleague, donc l'Euroleague, c'est clair. L'Euroleague, déjà, si on est déjà en train de galérer pour essayer justement d'engranger des points dans la Grande Ligue, c'est sûr que
C'est pas avec 8 Belges qu'on va faire quelque chose là-bas, on va même pas arriver à ce niveau-là. Donc ça, attention, je suis pas fou du tout. Mais quand on commence à parler des histoires telles que l'Euro Challenge et ainsi de suite... Le livre reste ouvert, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Et on invite toute personne qui a de bonnes recettes à offrir à se manifester le plus tôt possible. Voilà, c'était la page basket belge. On se retrouve tout de suite pour la NBA.